Bonsoir, bienvenue dans votre 19-20, une édition préparée par les rédactions de Lyon et Grenoble. En voici les titres. Spectaculaire incendie hier soir à Vaux-en-Velin dans la métropole lyonnaise. Des palettes d'une entreprise spécialisée dans le recyclage de matières végétales se sont embrasées. Une centaine de pompiers se relaient depuis 24 heures afin de protéger la zone. Rempart aux épisodes de sécheresse. Le gazon synthétique 100% recyclable séduit de plus en plus les municipalités, notamment pour le revêtement des terrains sportifs. Illustration en Ardèche ou après Aubenas, c'est au tour de Villeneuve-de-Berg d'investir pour ne plus avoir à se soucier de l'arrosage. Enfin, notre série estivale sur les lieux insolites de notre région vous emmènera à Pont-en-Royans, en Isère. Ce village médiéval aux portes du Vercors est connu pour ses maisons colorées suspendues à flanc de falaise. Mais tout d'abord, ce crime à Lyon. Le corps d'une femme de 38 ans mortellement poignardée a été découvert hier soir dans le hall de son immeuble du 3e arrondissement. D'après le site Actu 17, la victime présenterait plusieurs plaies au niveau du cou, du dos et du ventre, vraisemblablement occasionnées par arme blanche. Investigation et expertise sont menées sur les lieux. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour assassinat et l'a confiée à la Sûreté départementale du Rhône. Toujours dans le département du Rhône, un important incendie visible hier soir depuis la rocade lyonnaise à Vaux-en-Velin. Des palettes en bois appartenant à une entreprise de recyclage de déchets végétaux ont pris feu. Les sapeurs-pompiers sont encore sur place. Les précisions de Marius Renaudet, Faustine Magnéto et Solène Grépon. Une journée déjà que les palettes de copeaux de bois partent en fumée. Il est 19h hier soir quand un feu se déclare à Vaux-en-Velin, dans l'entrepôt de cette entreprise de recyclage de déchets végétaux. 1,5 hectare de la société familiale Racine est ravagé par les flammes. Chaque année, le site enregistre plusieurs départs de feu, vite maîtrisés. Dans la soirée hier, aucun employé n'aurait été sur place pour en venir à bout. Pour l'heure, aucun blessé n'est à déplorer et l'incendie est circonscrit. Une quarantaine de pompiers restent malgré tout mobilisés. Continuer d'arroser pour éviter que le vent ne ravive les flammes. L'enjeu, protéger les milliers de mètres cubes de bois épargnés. De la prison ferme pour 5 personnes, des Grenoblois et des Albanais qui cultivaient 1 tonne de cannabis dans un entrepôt du village de Morette en Isère. Les peines vont de 2 à 5 ans d'emprisonnement. Les détails sont à retrouver sur notre site internet aura.france3.fr. On préfère toujours ne pas croiser leur route, mais en cas de problème automobile, leur secours est précieux. Les dépanneurs, en cette période estivale où les véhicules sont nombreux sur les axes autoroutiers, ils sont forcément davantage sollicités. Reportage sur l'A7 près de Valence, Faustine Magnéto et Alexandre Raymond. Réagir le plus rapidement possible. Michel Dessarquissian a 30 minutes maximum pour rejoindre un vacancier en panne. On part sur une crevaison, sur un jumpy. Depuis 22 ans, il intervient sur l'autoroute du Soleil, un lieu de travail à haut risque. Bonjour, ça va? Là, vous avez tout ce qu'il faut? La roue de secours en dessous. Les crevaisons, c'est quand même assez régulier. Ce qui est plus rare, c'est que les gens ont la roue de secours, quoi. Il a explosé d'un coup, mais bon, après ça va derrière la barrière de sécurité. Lancés à toute vitesse, les véhicules passent à quelques centimètres. Vous avez vu les voitures qu'il y a là? Donc moins on reste, c'est mieux aussi. Coût de l'intervention, 219 € remboursés par son assurance. Ce vacancier à destination d'Argelès s'en sort bien. D'autres dépannages sont plus dramatiques. Certaines carcasses témoignent de la violence des chocs. Malheureusement, on récupère des voitures un petit peu dans l'état de celle-là. Nous, les voitures ne nous choquent pas dans cet état. C'est ce qu'il y a dedans qui est choquant. Après, voilà, on s'y fera pas et on s'y fera jamais. En période de chassé-croisé, le PC Sécurité de Valence reçoit environ 200 appels par jour, contre une 60aine en temps normal. C'est quoi comme voiture, monsieur, s'il vous plaît? Les demandes sont ensuite transmises à différents dépanneurs. Michel Dessarquissian sera sollicité pour une trentaine d'interventions. On en vient à cette polémique à Grenoble. Une quinzaine de peupliers va bientôt être abattus dans le quartier de l'Île Verte. Cette décision de la métropole et de la mairie fait réagir les riverains. Reportage de Candice Antiga et Jérôme Ducrot. Le quartier de l'Île Verte à Grenoble perdra bientôt de sa verdure.
15 des 25 arbres de cette rue vont être coupés. Les riverains ont du mal à comprendre. Moi, ça m'arrange pas trop parce que j'habite ici, là. Et ça me fait vachement d'ombre, ça me fait du bien, quoi. Surtout avec les problèmes écologiques, je trouve que c'est toujours très bien d'avoir des arbres autour d'une ville. Décidé par la ville et la métropole, cet abattage est programmé dans les prochains jours. Objectif, renouveler le patrimoine arboré au profit de nouvelles espèces, à l'entretien moins contraignant. On est sur des peupliers italiens qui, par définition, génèrent beaucoup de bois mort, beaucoup de branches qui tombent facilement. Donc pour la sécurité des gens, la sécurité des enfants, on est devant une école, la sécurité des gens qui fréquentent aussi le cimetière, on est obligé de tailler massivement ces arbres chaque année. Ce qui fait qu'en fait on n'a pas de canopée qui se développe, on a des arbres qui restent très filiformes et qui n'apportent pas tout ce qu'un arbre pourrait apporter dans une rue comme celle-ci. Supprimer des arbres sains pour produire plus d'ombre, une hérésie écologique, selon l'association Vivre à Grenoble. Le collectif va même jusqu'à envisager une action en justice. Les arguments qui nous ont été donnés ne tiennent pas. Sanitaire, les arbres sont en bon état, ils font de l'ombre, il n'y a pas de danger, quoi. On comprend pas, faut être honnête. Alors, quand on ne comprend pas, s'ils ne nous donnent pas de justificatif, on ne voit pas d'autre possibilité que d'aller demander à la justice de dire ce qui est juste ou pas. De nouvelles essences seront bientôt plantées. Quant à l'ombre, il faudra encore attendre un peu. Entre 10 à 20 ans seront nécessaires aux jeunes arbres pour arriver à maturité. Alors que la sécheresse concerne presque toute l'Ardèche, certaines communes prennent des initiatives afin d'économiser l'eau. Exemple avec les terrains de football. Fini les pelouses trop gourmandes en arrosage. Désormais, place au gazon synthétique recyclable. Reportage à Villeneuve-de-Berg, Ozlem Unal et Marie Redortier. Pour l'instant, c'est un vaste chantier, avec des graviers de partout. Mais bientôt, imaginez ici un terrain de foot flambant neuf. Comme ceci, tous recouverts d'un gazon écologique. Première étape des travaux, mettre plusieurs couches de gravier. Là, on rehausse la couche drainante pour qu'elle soit bien arabe, pour qu'elle absorbe le plus possible d'eau et qu'on ait moins de soucis possibles après au synthétique qui ne bouge pas et qui ne bouge plus du tout. Ensuite, du gazon synthétique recyclable va recouvrir toute la surface du terrain, soit 7000 m². Le gazon hydrogène est 100% recyclable. Il a la particularité d'avoir les fibres et le dossier qui sont en polyéthylène et polypropylène. PE-PP, comme on trouve dans les déchetteries communales. Et c'est un produit qui est perméable, très perméable par rapport aux autres, donc qui facilite la perméabilisation des sols. Objectif pour la ville de Villeneuve-de-Berg, faire des économies d'eau. Avec les épisodes de sécheresse, arroser le terrain devenait compliqué. On avait une consommation d'eau, à l'époque on avait une pelouse naturelle, de 5000 m3 rien que pour le stade. On a choisi un process qui nous coûte 30% de plus, mais sur lequel, dans la durée, on y gagnera. La ville n'est pas la seule concernée. Et voilà notre nouveau stade. Aubenas aussi a opté il y a 1 an pour un terrain synthétique plus écolo. Et avant, on avait un remplissage qui était constitué de plusieurs dizaines de kilos de pneus recyclés. Et là, c'est encore plus écolo, sachant que l'entièreté du support est recyclable. On sait qu'on a une dizaine d'années de durée d'utilisation du terrain. 600 000 € investis. À terme, les élus aimeraient également refaire le terrain de rugby voisin. Elle était une cancérologue lyonnaise reconnue et députée européenne depuis 2019. Véronique Trier-Lenoir est décédée hier à l'âge de 66 ans. Elle avait présidé le directoire du Cancéropole Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes entre 2013 et 2020. Son entrée en politique datait de 2015 avec son élection comme conseillère régionale d'opposition sur la liste socialiste conduite par Jean-Jacques Guérin. À Annecy, de petits chantiers rémunérés sont proposés aux jeunes à partir de 16 ans. L'occasion pour eux de se faire un peu d'argent de poche, mais aussi d'apprendre et de partager une expérience. Reportage de Renaud Gardette et Frédéric Pasquette. Tu prends et tu reviens au bord. Ils sont 5 adolescents. Leur objectif, repeindre le couloir de cette école maternelle, murs et plafonds, en 4 jours seulement. Et la difficulté, c'est qu'ils n'ont jamais fait cela. Le pinceau et le rouleau, c'est une nouveauté pour eux. Cet outil-là, c'est particulier, c'est difficile un peu.
c'est difficile à manier. Faire attention à ne pas dépasser déjà. Il faut mettre la bonne dose de peinture. Même les radiateurs font peau neuve. Et attention aux détails, il faut aussi peindre les zones difficiles d'accès. C'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce qu'il faut aller tout au fond du radiateur et il y a des bords, ils sont comme ça, du coup, voilà. L'apprentissage se fait petit à petit pour ces peintres novices, mais il y a une carotte, une petite semaine de chantier, c'est 100 € de gagné avec un contrat de travail, une première expérience professionnelle enrichissante. Voilà quoi, j'ai besoin d'argent, puis c'est pas tout le temps à ma mère de me donner quoi. Je pense que c'est une belle initiative de la ville d'Annecy qui nous permet, nous aux jeunes, donc du coup d'avoir une première expérience de travail, avoir un premier salaire. Certains adolescents reviennent d'une année sur l'autre. Quelques-uns découvrent tellement la peinture qu'ils en font aussi chez eux. Ça leur plaît bien parce que même j'ai eu, l'année dernière, on a fait un chantier, j'ai même une maman qui est venue me dire, ma fille était super contente, elle a même fait sa chambre, elle nous a peint le salon, donc ça lui a bien servi. Donc à défaut de prendre un peintre qui coûte cher, donc généralement, du coup c'est des enfants qui ont fait le chantier, donc c'est sympa. Au bout de quelques heures, les voilà tellement à l'aise avec leur pinceau qu'ils repeignent tout, vraiment tout. Pas sûr que cela fasse partie du chantier. On passe à l'actualité culturelle avec dans l'Ain un spectacle en hommage à celui qui a conçu, façonné ou rénové la quasi-totalité des bâtiments de Bourg-en-Bresse. L'architecte Tony Ferré, décédé il y a un siècle, est le héros d'une pièce de théâtre présentée tout l'été dans son château de Treffort. Franck Grasso, Bénédicte Millot. Quel est, selon vous, votre chef-d'œuvre majeur, monsieur Ferré? Mon chef-d'œuvre majeur. Vous me prenez pour un artiste? Ne l'êtes-vous pas? Ah non, je ne suis pas ça, non. L'architecture est une science, pas un art. Sur la scène, un bâtisseur de la fin du 19e siècle, début 20e. Sa vie est racontée en son château, un soir d'été. Eh bien, quelles sont pour vous vos réussites? Ma foi... Le théâtre de Bourg, la halle au grain et la salle des fêtes qu'il prolonge me paraissent assez accomplis. Tony Ferré œuvra pour la métamorphose des villes de province, comme Bourg-en-Bresse, s'inscrivant dans l'éclectisme, cette tendance qui empruntait à tous les styles, à toutes les périodes. Dans sa demeure, on met aujourd'hui un point d'honneur à rappeler ses faits d'armes. On peut voir une photographie du pavillon de l'exposition universelle que va réaliser Tony Ferré en 1889. Pour cette réalisation, Tony Ferré va réussir à avoir la médaille d'argent d'exposition universelle. À la charnière entre deux siècles, la belle époque sonne à la porte. Progrès sociaux, technologiques, politiques, le spectacle nous replonge dans un temps rêvé. Je trouve que cette époque a une certaine douceur. Les gens vivaient un petit peu plus au ralenti. Il n'y avait pas tout ce brouillamini là tout autour dans cette société et j'aime beaucoup cette douceur justement. Je sens déjà que vous vous détendez. Oh oui, complètement. Tony Ferré a fait bouger les lignes et fait basculer des cités dans la modernité. Tout ce que Tony Ferré a fait s'intègre dans cette modernité. Et d'ailleurs, dans la pièce, à un moment donné, je le dis, il se demande si les œuvres qu'il a faites vont traverser le temps. Dans 100 ans, seront-elles encore là? Ah oui, elles sont encore là, elles vivent complètement. Et la pièce Tony Ferré, la mystérieuse commande se joue chaque jeudi soir jusqu'au 31 août inclus. Place à notre série estivale sur les lieux insolites de la région, direction les contreforts du Vercors. Le village perché de Pont-en-Royans en Isère se distingue par son architecture unique dans le Dauphiné. Mathilde Yel et Nathalie Rapuc. Nous sommes aux portes du Vercors, dans le village médiéval de Pont-en-Royans, village bercé par la Bourne et connu pour ses maisons colorées suspendues. Elles ont fait de lui l'un des principaux sites touristiques de l'Isère. Des maisons perchées à 20 mètres de haut, sagement assises sur la falaise de roche, ornées de balcons suspendus au-dessus de la rivière. Construite au XVIe siècle, c'est dans une volonté de gagner de la place sur ce site étroit et entouré de montagnes que les habitants ont décidé d'investir les parois. Il faut savoir qu'à cette époque-là, à Pont-en-Royans, il y a une forte poussée démographique. On a un surplus de population. Et donc le village qui jusqu'à présent était situé de ce côté-ci de la rivière va très vite passer de l'autre côté aussi, avec le quartier de Villeneuve, le quartier du Merle, et on va creuser la falaise aussi pour faire les maisons suspendues. Maisons qui favorisent à l'époque le commerce du bois,
De leur balcon, les habitants surveillaient leur cargaison descendant la rivière. En clair, toute une vie se construit autour de la Bourne. Ils l'utilisaient tout d'abord pour la pêche, puisqu'en fait on a juste en dessous, par là-bas, on a un petit cerceau qui reste, qui était en fait un filet de pêche. Donc les habitants pêchaient directement le poisson depuis leur balcon. Le deuxième usage, c'était des seaux qui étaient accrochés en fait au balcon, et les habitants puisaient l'eau de la rivière pour leur usage quotidien. Et enfin, le dernier élément qui est un peu plus pittoresque, on va dire, c'était qu'il y avait les latrines. Donc évidemment, tout ce qu'on faisait dans ces toilettes, ça tombait ensuite directement dans la rivière. Des toilettes utilisées jusqu'en 1980, année de la création des berges pour donner un espace de détente aux habitants et attirer les touristes. Pont-en-Royans, ce n'est pas uniquement ces maisons suspendues, le village regorge de bien d'autres trésors, comme ces sentiers très appréciés des randonneurs qui veulent prendre de la hauteur. Et nous partons avec notre guide Xaviera. Bonjour, c'est parti. Plus on monte et moins on fait de bruit et plus on peut tomber sur des petits chamois, éventuellement on peut voir des bouquetins de l'autre côté. On passe par des petits sentiers, on découvre des petites cabanes. La vue elle commence à se dégager et on comprend un peu mieux comment le village il a été formé aussi. Après 20 minutes de marche, le belvédère offre une vue plongeante sur Pont-en-Royans, la plaine de Sainte-Eulalie et les monts du Matin. Et juste au-dessus de nous, à 1000 mètres d'altitude, le site des 3 châteaux dont il ne reste que des vestiges. C'est le lieu où les seigneurs du Royan surveillaient les terres en fait. Et la devise des seigneurs du Royan, c'était j'en ai la garde du pont. Donc l'idée c'était vraiment de surveiller ce qui entrait, ce qui sortait et qui passait par le pont du Royan justement. Les maisons suspendues de Pont-en-Royans faisaient déjà le bonheur de Stendhal dans son livre Les Mémoires d'un touriste en 1838. Et demain, nous vous emmènerons dans le jardin Rosamire à Lyon. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le bulletin météo, puis l'édition nationale avec à la une de l'émotion et des questions au lendemain de la mort de 11 personnes dans l'incendie d'un gîte en Alsace près de Colmar. Le bâtiment n'était apparemment pas habilité à recevoir du public. Demain, à cette place, vous retrouverez Bérangère Bourgeot. Excellente soirée et à bientôt. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur aura.france3.fr et sur l'application ici par France Bleu et France